Mesdames et messieurs, bienvenue au 62e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, avec mon partner Pierre-Luc Murray, on adresse un sujet d'actualité, je pourrais dire. On va parler de pivoter en entrepreneuriat. Pourquoi parler de ça en ce moment? On est en mai 2024 à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'industries qui sont affectées par l'économie actuelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont plus l'élan qu'ils avaient, on pourrait dire, dans le temps de la COVID. Puis ça vient malheureusement influencer négativement sur les revenus potentiels d'une entreprise, la croissance potentielle d'une entreprise, surtout pour les entreprises qui sont un petit peu plus jeunes, en démarrage, voire même. Donc, aujourd'hui, on parle de pivot en entrepreneuriat. Quand est-ce que c'est le temps de faire un pivot? Pourquoi faire un pivot? Je te laisse écouter, je te laisse attentivement voir si ça s'applique à ta situation, à toi ou non. Si jamais tu as des questions sur ça, tu as le goût de venir en parler, tu vas avoir peut-être une consultation, voire même avec nous directement. Sache qu'on fait des consultations gratuites. Donc, tu peux venir nous écrire, Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray sur Facebook directement ou encore plus simple que ça sur le Instagram h2h.academy. Bonne écoute à tous, on se revoit juste après. Guys, aujourd'hui, on voulait parler d'analyse d'affaires, d'analyse d'environnement, puis voire même de pivot au niveau de modèle d'affaires. Je parle pas d'une autre ici, mais je parle bien dans certains contextes. Pourquoi on parle de ça? On a des situations comme ça qu'on voit avec des clients à l'heure actuelle. On a des gens PL que tu prends en appel qui ont besoin de faire des pivots à un certain niveau dans leur structure, dans leur modèle d'affaires, dans leur business. Puis tu as apporté un point que je trouvais intéressant tantôt quand on en discutait. Il y en a beaucoup qui le font pas par ego, qui ont l'impression que ils ont trop travaillé fort pour se revirer de bord puis de faire un autre move dans leur business. Ils s'acharnent moi-même à essayer de faire fonctionner quelque chose qui, malheureusement, quand on analyse notre environnement, il n'y a rien qui joue contre toi. Là. Tu t'en vas complètement contre le vent, contre la marée, contre tout ce que tu veux, mais tu n'as pas d'allié de ton bord. Fait que c'est normal que ta business peut être plus difficile que d'autres dans le moment présent. Fait qu'aujourd'hui, on va arrêter ça un petit peu. Puis honnêtement, c'est probablement le facteur le plus anxiogène que j'ai en tant qu'entrepreneur. La peur de pivoter mon modèle d'affaires. Mm-hmm. Tu sais, quand ça fait des années qu'on travaille, boum, on trouve un enlignement qui marche dans une entreprise en particulier, puis ça cloche, puis ça va bien. Puis tu sais, je suis toujours en train de dire dans ce projet-là, il reste 24, 36 mois. Tu sais, moi je suis plus fataliste puis plus apocalypse que toi là-dessus, tu sais. Mais j'aime mieux me maintenir dans la peur puis dans l'anxiété, OK, entre parenthèses. Pour rester vigilant sur le potentiel pivot. Fait que moi, c'est quelque chose qui me stimule, mais qui me génère aussi de l'anxiété du même coup, mais parce que ça me laisse éveiller sur, OK, là, on s'en va pas dans le mur, faut pivoter, puis on a les bons red flags qui se lèvent au bon moment. Puis je pense que c'est tout à propos aujourd'hui de parler de ça, parce qu'on a beaucoup de gens dans nos coachings ou qui viennent vers nous, qui rushent en ce moment avec une industrie en particulier. Puis c'est quelque chose qu'on les amène à faire, à pivoter. Fait que je pense que c'est tout à propos actuellement de parler de ça. Oui, définitivement. Puis moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais aujourd'hui qu'on laisse aux gens, peut-être comme empreinte puis comme idée principale, c'est la capacité d'évaluer ce qui se passe alentour de nous, d'analyser en fait ce qui se passe alentour de nous. Tu sais, parce on est en business, on a des semaines folles, là. Des fois ça arrête pas, t'as pas le temps de réfléchir, là, tellement que t'es dans l'action tout le temps puis que ça avance. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent à nos clients. Prenez le temps d'analyser votre business. Prenez du temps stratégique uniquement pour penser à l'alignement de votre business, les défis de votre business, les challenges qu'il y a là actuellement pour être capable de trouver des solutions à ça. Parce que quand on est juste en mode action, on n'est pas en mode réflexion définitivement. Fait que pour moi, si on peut juste laisser ça aujourd'hui, que les gens comprennent un petit peu l'avantage de réfléchir, l'avantage d'être stratégique, asti, on aurait laissé quelque chose d'important parce que c'est ce qui t'a permis, toi, de faire le meilleur pivot asti ever dans ta business de sécurité. La réflexion, puis t'as pris le temps là, d'analyser ça, de tourner ça de tous les bords, de toutes les façons pour voir asti comment je peux m'en sortir. Fait
explique donc un peu au monde. On peut illustrer ce cas-là. Ouais. By the way, je souhaite à personne de se faire mettre un gun sur la tête pour pivoter son entreprise, mais c'est ce qui m'est arrivé. Fait que je pense qu'on va commencer avec un storytelling, puis ensuite on pourra parler du pourquoi et comment pivoter. Mais je vous explique d'ailleurs mon histoire à cet égard-là. Donc, 20 mars 2020 ou 15 mars 2020, le gouvernement du Québec annonce un confinement généralisé, puis tout le monde s'en va à la maison. Fait que tu sais, moi je me revire de bord puis je parle à mes mentors pour savoir on fait quoi, tu sais, on met tout le monde au chômage, je peux pas maintenir une paye quand il y a pas un dollar qui rentre. Fait que dans une journée, j'ai mis tout le monde au chômage sauf une personne. De mémoire, c'était Karine. Puis tu sais, j'avais besoin d'aide pour qu'elle m'aide à continuer les dossiers. Puis ensuite de ça, ben elle aussi est allée au chômage. Mais là, le problème que j'avais, sans rentrer dans les détails là, très très spécifiques, là, on va garder ça le plus soft possible. J'avais 100 000 $ de coûts fixes mensuels, donc salaire, le loyer, les assurances et ci et ça. Puis, j'avais plus de garantie d'installation. Ce modèle-là fonctionnait franchement sur un équilibre fragile de les ventes se font installer, puis les installations fonctionnent sur une base salariale, puis c'est les économies d'échelle qui nous faisaient faire une profitabilité. Si vous avez des questions sur les termes que je viens de dire, vous pouvez nous écrire en message privé. Je vais pas rentrer dans le granulaire sur c'est quoi une économie d'échelle puis comment le faire. Fait que, du jour au lendemain, je me retrouve avec plus de garantie de vente, plus de garantie d'installation, des pick-up parqués dans le cours, etc. Fait que le pivot stratégique que j'ai fait, tu voulais-tu dire quelque chose? Je dis, les frais fixes, c'est ça, tu avais du salaire, mais tu avais de l'équipement, des véhicules, de l'achat de matériel, voire même, là, tu sais, qu'il fallait que tu aies du backlog qui était payé puis qui était pas installé à ce moment-là aussi. Là, il y avait comme beaucoup de j'avais 150 000 $ de système d'alarme de stationner dans des étagères qui maintenant prenaient la poussière. Là. Ouais. Et là, je me grattais la tête pour voir que j'ai plus de cheveux aujourd'hui. Là, je vous le cacherai pas. Ça a été... Ouais, ben, il me semble que j'en avais un petit peu ici, pareil. Non, mais essentiellement, c'est ça. Je me ramassais avec un inventaire, avec, mettons, une certaine quantité de l'inventaire qui était payé. Je me ramassais avec des pick-up payés, mais comme qui dormaient dans le parking. Ces estis de trocs-là, là, je les ai toutes vendues à ultra perte, là. La rouille a pogné là-dedans et tout, parce que la division installation aura jamais redécollé. Alors, j'ai dû me départir de ces choses-là, parce que pour me protéger du risque de l'instabilité des ventes dans un contexte instable, dans une économie instable, avec des vagues là, qui venaient de COVID, je pouvais pas avoir 40 000 de staff sur le payroll puis de leur garantir un salaire à chaque semaine. Donc, comment j'ai pivoté mon modèle à ce moment-là, c'est que je me suis trouvé un partenaire qui allait prendre la totalité de mes ventes puis qui allait les installer pour moi en acceptant une baisse de revenus. Puis, la mathématique était intéressante parce que la baisse de revenus était quasiment la même qu'auparavant, mais sans le casse-tête du directeur des opérations, des achats et de l'installation, donc des employés, de la formation et tout. Fait que je me suis débarrassé d'un département au complet. Fait qu'au final, cette entreprise-là a passé d'une entreprise que je devais gérer en moyenne entre 40 et 50 heures par semaine pour tout gérer cette structure-là à quelques heures par semaine avec un directeur qui s'occupe des ventes, puis un lien avec le marketing pour s'assurer que ça soit maintenu à flot. Fait que l'exemple ici, c'est juste de dire que quand tu arrives dans une situation où est-ce que c'est très, très précaire puis qu'on te force à bouger, c'est fou comment tu peux être créatif pour sauver ta peau. Mais aujourd'hui, dans le podcast, je trouverais ça intéressant d'aller voir pourquoi pivoter son modèle d'affaires, puis t'as pas obligé d'attendre que ça soit l'apocalypse ou que François Legault te dise c'est fini ton entreprise, tu peux plus travailler. Il existe d'autres paramètres qu'on peut réfléchir pour être capable de pivoter. Puis justement, en début de podcast, tu as mentionné que justement, souvent, c'est l'ego qui nous frappe de plein fouet. Puis honnêtement, je le dis, puis je le redis, puis je le redis, la COVID, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie entrepreneuriale parce que cette business-là me rendait pas heureux là, à travailler 50 heures semaine à gérer des problèmes puis un tech qui échappe une TV, qui perce un tuyau, qui fait des dégâts d'eau. C'était pas plaisant comme gestion du quotidien. Puis aujourd'hui, c'est définitivement plus intéressant. Ouais, mais au-delà de l'ego en soi, je pense que c'est de s'ouvrir les yeux aussi parce que oui, il y en a beaucoup que par ego, ils vont décider de s'acharner puis de
sais, on voit toujours l'image de celui qui se tape la tête dans le même arbre non-stop en disant, ça va fonctionner, je vais passer à travers cet arbre-là, tabarnak. Ouais, mais non. L'arbre, il est plus fort que toi. Ses racines sont pas mal plus, ont pas mal plus ancré que tes souliers. Mais bref, au-delà de ça, je pense que c'est la vision aussi qui est importante. Parce qu'un entrepreneur qui a pas de vision, qui voit en vision tunnel, qui regarde juste l'arbre en avant de lui, mais Caliste, c'est sûr qu'il en trouvera pas des solutions miracles, qu'il en trouvera pas des façons de pivoter. Il pensera même pas à pivoter parce que tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a en avant de lui, mais il voit pas les autres options qu'il y a à côté. Tu sais, toi, vite de même, ça t'a réveillé, t'as fait, OK, tabarnak, il y a une autre façon de gérer ce business-là, mais allez voir c'est quoi cette autre façon-là que je peux faire pour avoir cette même business-là, mais continuer d'être rentable sans avoir le style gros risque financier au-dessus des épaules en ce moment. Fait que, pour moi, cette vision-là, je pense que ça l'apprend. Il faut apprendre à ouvrir nos œillères, mais il faut regarder à la bonne place. Fait que, tu disais comment ou pourquoi faire un pivot? Ben moi, je dirais parce que Chris, t'es capable de l'identifier. T'es capable de le voir dans l'économie que ça va pas bien dans ton créneau de marché à l'heure actuelle. T'es capable de voir que c'est comme la COVID. C'est comme si un restaurateur aurait forcé la chose pour rester ouvert. Chris, tu vois bien, t'as pas le droit de travailler. Je veux dire, c'était évident. C'était des règles qui nous étaient imposées. Mais en business, on est capable de lire l'économie puis on est capable de voir quelle tangente t'apprends dans le moment. C'est pas facile à faire, mais ça se fait définitivement. Exact. Puis étrangement, ce n'est pas toujours quand ça va mal qu'on peut pivoter. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être vraiment mieux. Donc, tu sais, je pense que de rester un peu sur ses gardes de c'est quoi les innovations, c'est quoi la recherche et développement que je peux faire pour venir pivoter positivement mon modèle d'affaires ou mon offre de service, parce que ça peut être juste un facteur de l'équation qu'on vient modifier. Tu sais, moi, on parlait d'une structure de coût puis d'une délégation, d'une division qui a apporté beaucoup de changements positifs dans les résultats financiers puis dans les résultats de l'entreprise. Mais tu sais, essentiellement, pour tout entrepreneur qui se respecte, il faut comprendre ses chiffres. On va pas rentrer dans le granulaire de l'explication. On en a parlé à outrance des KPI. Mais honnêtement, si vous n'êtes pas en mesure de savoir précisément c'est quoi votre taux de closing, c'est quoi votre cost per lead, c'est quoi votre cost per sales, ça marche pas, là. Parce que vous pourrez pas savoir que justement vous êtes en train de vous péter la tête d'un arbre, puis là, en fait, bien contre vous, vous êtes en train de traverser l'arbre, puis ça va arrêter là, parce que vous n'êtes pas capable d'avoir la notion puis la donnée d'un niveau un peu plus pragmatique pour comprendre comment amorcer le changement, puis de le faire pour les bonnes raisons, ce changement-là. Définitivement. Mais t'as dit... t'as mentionné, en fait, c'est important justement d'analyser, puis si on regarde, là, je pense que les courbes de vie d'un produit ou d'un service, normalement, je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, le cycle de vie, ouais. Des trucs que je me souviens de l'université, des fois. Tu vois, comme la courbe d'adoption d'un produit, souvent, ça commence tranquillement, puis là, tout le monde commence à l'utiliser, fait que le produit est en forte croissance, mais dans toutes les entreprises, vient un stade de stagnation où est-ce que, t'es pas mal au top, là, puis pendant un certain moment, tu stagnes. Puis moi, ça, c'est un point que j'invite n'importe quel entrepreneur. Si tu ne fais pas de croissance dans ta business puis tu stagnes, ben c'est une question à te poser. C'est pas parce que tu fais 300 000 de chiffre d'affaires tous les mois de façon constante que ta business est peut-être pas sur le point de prendre la décroissance. Si tu es plus capable de générer de la croissance parce que tu t'en vas de l'autre côté, puis la courbe logique, ça va redescendre. Et ensuite de ça, ça se met à descendre, puis à descendre, puis à descendre, puis à descendre, puis à descendre. Donc, n'importe qui analyse bien ses chiffres, comme tu l'as mentionné, qui est capable de bien regarder, va voir, Chris, on a atteint pas mal un topo, là. Fait que sans des fois pivoter le modèle d'affaires au complet, comment on peut le réinventer, comment on peut repogner un kick, comment on peut repogner un high là-dedans. Il y en a plein des façons dans n'importe quel business. Fait que c'est là qu'il faut arriver à être créatif, mais avoir cet esprit d'analyse-là. Parce que si tu n'analyses rien, comment veux-tu bien... Ouais, puis ça peut être les chiffres, là, puis tu sais... Pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, vous savez que le feeling ne fait pas trop partie de l'équation. On isole au maximum tout ce qui est une émotion. On veut être très rationnel dans notre prise de décision. Puis je pense qu'il faut parler d'un exemple. Là, tout à l'heure, tu as parlé des restos, mais dans la COVID, là, ceux qui sont fait vraiment fesser, c'était les gyms. Mm-hmm. C'est à ce moment précis-là qu'on a vu une effervescence qu'on a vu apparaître des entraîneurs en ligne. Mm-hmm. Puis jamais j'aurais payé un coach en Zoom pour m'entraîner avant. Parce que dans ma tête, c'était une innovation. Ça aurait été, c'est trop disruptive pour moi. Mais aujourd'hui,
C'est vraiment cool. D'ailleurs, toutes les deux, on a un coach qu'on voit pas en présentiel. Puis on y va dans cette direction-là. Fait que c'était un pivot de modèle d'affaires que certaines personnes ont pris, n'ayant pas de coût fixe, n'ayant pas de machine, n'ayant pas d'électricité à payer, n'ayant pas toutes les conséquences qui peuvent arriver d'avoir une place physique. Fait que ça, c'était un super beau pivot de modèle d'affaires. On va se le dire, là. Ce pivot-là aurait pu être pris bien avant la COVID, là. C'est parce qu'on s'est fait imposer un cadre pendant la COVID que tout le monde s'est mis à réfléchir. Mais la majorité du monde, on dirait qu'ils cherchaient pas des solutions comme ça pré-COVID. C'était, tu sais, là, parce que le gouvernement nous a imposé ces conditions-là, veut pas, ça force un entrepreneur à faire force de créativité puis de voir aussi comment je peux continuer à fonctionner. Donc là, ça te donne des nouvelles idées, mais le premier qui a fait ça, parce qu'il n'avait probablement qui l'ont fait avant, si probablement que les autres qui étaient déjà, c'était facile. Tu sais, pense aux épiceries qui livraient déjà à la maison, que tu pouvais déjà faire leur commande en ligne. Je pense que c'était IGA le seul, si je me souviens bien. Les ventes de IGA, tu voyais, genre dans le premier trimestre de COVID, dépassaient toutes les autres épiceries au Québec parce qu'il y avait un modèle de livraison à la maison. Tu sais, fait que c'est comme quand tu es capable d'être innovant puis de pivoter ton modèle, quitte à des fois investir un peu au début puis mettre plus de temps, plus de labeur. Ben, quand tu sais que la vague, elle s'en va par là, là, évidemment, personne ne pouvait prévenir une COVID, mais on pouvait prévenir que de plus en plus, il allait commencer à avoir de la consommation en ligne pour des produits essentiels comme la nourriture. Tu sais. Ouais, puis le dénominateur commun ici, c'est vraiment qu'on nous a mis dans l'eau chaude, puis le fait de s'être fait mettre dans l'eau chaude, ça nous a amené à sortir de notre zone de confort. Parce qu'il y en a qui sont morts. Une parenthèse. Il y en a qui sont fait faillite, il y en a qui n'ont pas passé au travers. Puis tout ce qu'on entendait, c'était « Ah, tu François Legault à merde. Ah, Trudeau, c'est un trou de cul. Blablabla. Je suis pas capable, m'a mourir. » Ouais, mais je comprends, là, mais t'as une tête sur les épaules, puis tu peux pivoter ta stratégie. Puis il y en a là qui ont vraiment pu rien faire là. Puis tu sais, je veux dire, il y en a qui ont passé dans le tordeur puis qui ont rien pu faire. Je dis pas juste genre là c'était ta responsabilité individuelle. Oui, les conséquences du gouvernement puis ce que ça a pris, ça a fait chier bien du monde. Mais il y a des industries qui ont démontré que le pivot était possible. Mais maintenant là, c'est fini là, la pandémie en tout cas. On touche du bois là. On espère que nos politiciens nous crissent patience avec une prochaine grippe là. Mais essentiellement l'enjeu, là, c'est comment tu peux pivoter ton modèle d'affaires maintenant s'il y a des signes dans l'économie. Fait que là, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, là. C'est quoi l'industrie en ce moment qui cause beaucoup de problèmes pour la définition des niches de certains de nos étudiants puis de nos clients potentiels ou de même des gens qui viennent nous parler, là, tu sais. 5 points de robot à ceux qui trouvent la bonne réponse avant que je la nomme. L'industrie, en fait, là, on est, juste pour nommer la date, on est quoi? On est le 28 avril-ish, je pense. 29 avril. 29 avril 2024. En ce moment, on voit un changement dans l'économie, puis moi, je le perçois en discutant, en analysant tous les gens que je vois dans ce domaine-là. Eh bien, c'est la construction, mesdames et messieurs. Puis je dis la construction, tous les domaines connexes pour la maison. Si, il y a des baisses. Pourquoi il y a des baisses? Parce que c'est plus difficile de se faire préqualifier pour bâtir une maison, c'est plus difficile de se faire préqualifier pour racheter une maison, pour refinancer une maison. Name it. On est dans une économie qui est difficile, donc par ce fait-là, par le fait aussi qu'il y a de l'inflation, il y a moins d'argent dans le portefeuille des gens, mais en fait, il n'y en a pas moins, mais il en reste beaucoup moins à la fin d'un mois. Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Les services essentiels. Fait que la bouffe, peut-être les activités, les sports de tes enfants que tu veux pas qu'ils arrêtent de faire. Tu vas aller encore manger au restaurant 1 à 2, 3 fois par mois parce qu'il faut que tu sors de chez vous, sinon tu vas virer fou. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre de côté? Ben, Chris, la réno de la maison, on fera ça l'année prochaine. Le bâtisse de la maison qu'on veut, gars, on est bien chez nous finalement en ce moment parce que sinon, on mange pas. Donc, les gens sont en train de faire quoi? Sont en train de diminuer leurs dépenses au niveau du résidentiel. Puis là, j'ai pas les stats de cette année, mais en août passé, c'était 35% de moins de travailleurs, d'heures billées dans la construction que 2023 versus 2022. Fait que là, j'imagine, en ce moment, ça c'est encore pris, quelque chose là, d'assez grave. Oui, le commercial peut fonctionner. On parle ici du résidentiel. Moi, en tout cas, là, je fais des prévisions ici. Là, on verra si j'ai raison. Je les fais enregistrer pour la première fois. Moi, d'après moi, le taux de chômage va augmenter à cause de ça. Parce que les gars qui sont sur la construction, qui travaillent pour des petites PME, ils en auront pas de job. Les autres vont être loadés. Les meilleurs employés vont travailler, puis les moins bons. Fait que soit que ça va augmenter le taux de chômage énormément ou qu'il y a des gens qui vont devoir rediriger leur carrière ailleurs à faire d'autres choses. Ben, le taux de chômage n'augmentera pas généralement parce que ces gens-là vont se repositionner ailleurs parce qu'il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Ben là, oui, c'est ce qui fait qu'on est officiellement pas
en récession. Ben, ça a Là, il parle augmenté. d'une récession technique. Là. Ils ont passé par-dessus ils ont fait 2 trimestres avec une augmentation. OK. Ouais, Mais tu sais, ça a été fait. mais sinon, qui vous connaissez en ce moment là, qui vous dit que sa compagnie de construction, ça roule comme de l'or? Là? J'en connais aucun, là. Tu sais, puis nous, on le voit, là, parce qu'en 2020, là, il y avait jamais quelqu'un de construction qui débarquait en Zoom avec nous. Jamais, 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 jamais. Puis aujourd'hui, c'est 2 par semaine. Ah, ça crème, le carnet de commande n'est pas plein, on est rendu au mois de juin, c'est parce que c'est dans un mois, le mois de juin, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui nous parle, nous, puis on le voit auprès de nos étudiants qui avaient des niches. D'ailleurs, il y en a un qui est dans le chat, là, je l'ai vu passer tantôt, qui faisait de la sollicitation dans cette niche-là, qui en ce moment roche en baptême, parce que il faut pivoter la niche. C'est plus une niche qui est réceptive à se faire vendre, puis c'est normal, parce qu'ils ont de la difficulté à être capable d'aller chercher des contrats. Puis comme tu as dit tantôt, la meilleure notoriété, la meilleur service client, c'est là que ça va payer. Ouais. Mais même pour eux, c'est plus ralenti, puis ils font plus attention. Ils vont peut-être pas tout changer de pick-up en 2024. Là, il va toujours y avoir des business qui vont bien rouler, mais moi, je parle en termes généraux parce que ceux à qui on parle, c'est ceux qui ont des difficultés, c'est eux qu'on entend le plus, mais là, c'est vraiment un game changer. Là. L'année passée, il y en avait du struggle, là, je peux dire, par rapport à qu'est-ce qu'on vivait, qu'est-ce qu'on voyait de la part de nos clients dans les agences web, parce qu'on est très en communication avec les agences web. Ça allait bien l'année passée, mais là, cette année, c'est comme... Ça va pas, là. Il y a beaucoup plus de compagnies de construction qui engagent des business comme la nôtre pour s'améliorer dans les ventes. Il y en a beaucoup plus qui engagent des entreprises marketing parce que le téléphone sonne plus, les références rentrent plus, ou sont pas capables de vendre à leur prix normal parce que l'autre fait moins cher pour faire travailler ses gars. Fait qu'il y a comme... C'est tough en ce moment dans ce marché-là, puis moi, je lève le flag. En tout cas, si vous êtes là-dedans, posez-vous des questions, puis regardez à peut-être pivoter votre client cible, pivoter voire même votre modèle pour aller vers un autre type de clientèle si vous offrez des services au domaine de la construction, parce que je vois pas, j'ai pas une boule de cristal pour voir dans l'avenir là-dedans, mais tout nous indique que ça s'en va pas du bon bord, là, du moins pas pour cette année. Et encore une fois, ça peut être un split parce que ça peut être une opportunité pour certaines personnes d'aller vers une industrie qui est dans le besoin. Tu sais, comme par exemple, ils viennent vers nous pour être coachés, mais si t'es pour leur vendre une prime d'assurance vie à 30 000 par année, ça se peut que tu te fasses virer à coup de marteau, là. Tu sais, fait qu'essentiellement, encore une fois, c'est dans la détection des opportunités que tu dois faire une analyse puis réfléchir à comment tu peux te positionner face à ça. Mais si ton taux de closing est en baisse dramatique semaine après semaine puis que tous les facteurs sont contrôlés, le mindset, ton hygiène de vie, tout est up-to-date, puis tout augmente, le cost per lead augmente, puis ton taux de closing diminue à un moment donné. Faut pas faire l'autruche, là, faut juste pivoter. Tu vas pas mourir, tu vas peut-être bien juste te remercier de l'avoir fait en phase de stagnation et d'attendre que ça drop. Puis tu sais, il y a plein de gens qui vont être d'accord sur ce point-là, là, mais puis en désaccord, là, c'est un double clan, là, mais la pérennité en entreprise, ça fait pas partie de nos enseignements, c'est pas quelque chose qu'on vise. Nous, on vise la croissance. C'est une entreprise qui est en croissance, c'est une entreprise qui est en santé, une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui me stresse, ouais. C'est une entreprise qui m'inquiète, là. Tout le temps. Fait que oui, la construction, pour le nommer, ben, ça, c'est un marché qui nous inquiète parce qu'on a beaucoup de business qui s'attaquent déjà à ce créneau-là qu'on voit, qui viennent nous voir, que c'est leur marché dans lequel ils travaillent déjà à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'il y a tellement d'argent qui se brasse dans ce domaine-là en soi. Mais il y a d'autres industries aussi, des fois, qui sont moins intéressantes à travailler. Puis quand on indique, pas en fait quand on indique, mais quand on choisit un client cible avec nos clients, il y a des critères qu'on regarde, puis un de ces critères-là, c'est est-ce qu'il est en mesure de payer pour tes services en ce moment? Est-ce que ça fait du sens d'investir dans ton produit, dans ton service pour lui à l'heure actuelle? Si la réponse c'est non, ben malheureusement, c'est difficile d'aller vers ce client-là. Puis si en fait, un autre aspect que j'analyse quand on est dans le B2B, c'est est-ce que l'entreprise est en croissance ou est en décroissance? Si tu t'adresses à une entreprise qui est en décroissance, ben malheureusement, ça se peut que tu sois pas dans ses priorités encore une fois, puis qu'il soit en mode survie. Fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller vendre nos services, de se faire entendre, que ce soit en prospection ou dans ton marketing, à une entreprise qui a pas le budget puis qui est en décroissance à l'heure actuelle. Définitivement, tu risques de frapper la tête contre un mur. Hein? Le même asti de boulot que je parlais tout à l'heure. Donc, tu sais, ultimement, une des raisons pour laquelle aussi il faut pivoter, c'est que si on arrive en phase de stagnation où tu veux frapper de l'hypercroissance, il faut que tu diversifies tes billes et donc peut-être placer une nouvelle offre de service, tu sais. Ce matin, je rencontrais quelqu'un qui faisait entre 50 et 60 000 de revenus mensuels, puis j'ai détecté une piste d'amélioration qu'on peut ajouter
un 100 000 par mois dedans, tu sais. Je la sortais complètement de sa zone de confort. Mais tu sais, ultimement, ça stagne, son énergie baisse. Pour moi, il y a des red flags qu'il faut améliorer ou pivoter. Puis quand on parle de risquer une partie du capital pour aller essayer, justement, pour sortir de la zone de stagnation, ben pour moi, c'est une autre raison pour laquelle il faut pivoter son modèle. Mais on peut garder une base qui fonctionne, une base qui stagne pour ajouter un deuxième stream pour venir diversifier. Tu sais, c'est une belle façon aussi de réduire l'anxiété quand on est capable d'avoir un revenu automatisé dans son entreprise, que c'est un funnel qui paye à tous les mois. Peut-être qu'il va aller chercher un peu de croissance ou qu'il stagne, mais si on a un deuxième qui commence à grandir, ça dort beaucoup mieux la nuit parce que c'est du chaos contrôlé, l'entrepreneuriat. Puis si on est capable de venir limiter le damage là, dans toutes les divisions qu'on peut mettre en place puis augmenter cette rentabilité globale-là. Puis s'il y en a une qui ferme, on fait juste fermer la switch puis on continue notre recherche et développement puis on continue à lancer d'autres choses. La croissance amène toujours plus de responsabilités aussi, là, veux pas. Tu sais, mettons, t'as vécu une première grosse croissance. Comme tu disais, tu sais, si j'avais X montant sur mon payroll, ben si tu veux pas revenir en arrière puis justement faire des moves comme toi t'as dû faire, comme hey Chris, je me départis d'un département au complet, ben si tu veux assurer cette croissance-là, garder ton équipe, t'as pas le choix d'être prévoyant puis de prévoir que Chris, ça commence moindrement que tu vois que ça se tend, ok, faut que je rentre quelque chose d'autre, parce que si ça se met à baisser, ben là mes marges baissent, je suis plus sûr de pouvoir payer mon monde tantôt, ou ben je travaille comme un assis acharné pour plus faire une scène, ça me tente plus de faire ça. Fait que c'est là que t'as pas le choix d'être visionnaire puis de regarder des nouvelles solutions. Tu sais, coût de la vie, là, autant là, c'est le coût de l'entreprise, mais notre coût de la vie en tant qu'entrepreneur, il augmente pas mal année après année, en voulant dire, je connais une meilleure année que l'autre, je risque d'avoir plus de dépenses, je vais m'acheter une plus grosse maison, je vais m'acheter un bateau, je vais faire un petit peu plus de voyages. Tu sais, notre coût de la vie va suivre. Fait que si on se met dans une position où est-ce que on est encore plus confortable dans notre façon qu'on vit, ben après ça, si ta business, ça commence à descendre, sacrément, le stress va augmenter parce que pour garder le coût de la vie que tu t'es donné à l'heure actuelle, faut que tu fasses encore mieux que ce que tu faisais précédemment. Donc, t'as pas le choix d'innover, t'as pas le choix de pivoter, d'ajouter quelque chose pour que ça fonctionne encore mieux. Si tu te fies juste à... Ouais, puis t'amènes tu sais, tu rouvres pour vrai, à mon avis, une canne de verre, tu sais, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est pas une affaire de 3 ans. Non. C'est un lifetime choice. Genre, tu sais, pis moi, on en parle souvent, là, mon planificateur financier qui me parle de retraite, je suis comme, c'est quoi ça, la retraite? Va falloir redéfinir cette définition-là, parce que, tu sais, moi, je me vois pas à 55 ans, shut down mes activités, puis juste, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, tu sais, je me définis beaucoup dans l'entrepreneuriat, pis c'est un choix de vie que j'ai pris, fait que, tu sais, ultimement, je pense pas que ça va arrêter, tu sais. Fait comme tu dis, de toujours battre sa dernière année, c'est une belle façon d'être en compétition envers soi-même, puis de se poser les bonnes questions pour pivoter au bon moment, tu sais. Mais ultimement, je pense que ça vient toujours... Moi, je pense que l'introspection, là, c'est le facteur clé de succès ici. Là. Je veux dire, il y a une très grosse partie que le responsable dans un échec entrepreneurial, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur qui n'a pas été capable de décoder les signes parce qu'il veut pas les voir, parce que son inconscient l'empêche de les voir, parce que l'ego est là, parce que c'est stressant, parce qu'il est habitué à un confort, parce qu'il veut pas se mettre dans l'eau chaude, parce que ses conditions familiales font en sorte qu'il peut pas pivoter. Il y a un paquet de choses qui peuvent venir affecter cette notion-là de pivot. Mais justement, attendez donc pas qu'il soit trop tard pour y réfléchir, tu sais. Je pense qu'il devrait toujours avoir une slot à chaque mois que j'appelle stratégie, recherche et développement, que c'est le moment de se poser la question comme c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire ensuite dans cette entreprise-là. Puis tu sais, ça je l'ai jamais dit sur un podcast, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le rentre. Malgré le fait que j'ai pivoté Residencia, là, c'est une business que je savais qu'elle serait jamais capable de me donner en haut de 200 000 par année. Mm-hmm. Jamais, je le savais, genre vrai, il va falloir qu'on fasse une tabarnak de bonne année. Puis il va falloir que je travaille comme un malade. Mais je savais qu'il y avait des opportunités ailleurs. Fait que j'ai mis en place un système pour l'automatiser, j'ai mis quelqu'un en place qui allait capable de s'en occuper. C'est moins payant parce que j'en donne plus, mais j'ai pu me donner la chance d'aller ouvrir autre chose. Fait que là, si c'était pas un pivot de modèle d'affaires, c'est on a ouvert autre chose, puis on a lancé autre chose. Parce que je me disais, ça se peut pas que
dans ma vie, ça soit une fatalité que cette entreprise-là soit capée à ce niveau-là. Puis on était en phase de stagnation solide depuis un certain temps. Puis même avec mon directeur, nos discussions, c'est comme, c'est quand ça chie. Tu sais, c'est vrai, là, genre, pis j'y ai dit, inquiète-toi pas, je vais t'amener ailleurs avec moi, puis on va continuer à travailler ensemble, tu sais, merci pour ce que tu fais pour ce business-là, mais ça reste que il y a 3 ans, j'étais déjà en train de me dire, on va être trop en stagnation, on n'arrive plus, il y a plus de pénétration de marché, ça ralentit, trop de compétition, tu sais, la preuve, on était 60 il y a 10 ans à faire ce que je fais, on est rendu genre 4, tu sais, puis 4 à s'entretuer la part de marché, là, tu sais. Et, c'est ça. De là, tantôt, tu disais, je regarde 2-3 ans dans le futur, je me dis que ça finit là. Là, t'étais peut-être sur une touche plus réaliste dans ça. Dans celle-là, ouais. Encore une fois, mais tu sais, c'est la réalité. En voulant dire, c'est important de se donner ces barèmes-là parce que c'est ça qui t'a donné le temps, l'espace, puis le désir de dire, Chris, ça sera pas ça ma fatalité. Moi, je sais que d'ici 2-3 ans, ça va peut-être s'en aller de ce bord-là, fait que je veux partir d'autre chose avant, parce qu'il y a bien du monde qui aurait brûlé ça jusqu'à la dernière scène, là, ils se retrouvent avec une entreprise qui est pas rentable, ils sont brûlés tête, ils sont taboutes, qu'est-ce qui se passe? Burn down, esti, puis c'est dur de repartir, c'est dur de redécoller après. Je m'en souviens, j'étais au chalet d'un de mes amis à Magog, LP, puis j'y racontais ça, cette fatalité-là, puis j'étais comme... Puis je faisais juste chialer, puis j'étais vraiment dans un mindset de cul, puis il m'a ramassé. Là. Je me souviens d'avoir fait la ride Magog, Trois-Rivières, comme on dit, la queue entre les deux jambes, la tête basse, j'étais vraiment genre... Puis il avait raison, tu sais, puis aujourd'hui, j'y donne raison, puis il était comme, mais fais quelque chose aussi, puis pas autre chose, puis arrête de chialer, puis faites quoi, tabarnak, tu sais, puis il m'avait rentré dedans, là, à coup de 2 par 4, tu sais, 2 gars avec une coupe de bière puis de champagne de prix, à un moment donné, puis son discours, il était tout à propos. Mais, à ce moment-là, j'étais pas prêt à voir que la stagnation, elle faisait chier puis qu'il y avait pas de potentiel pour la faire exploser à ce moment-là, tu sais. Fait que, tu sais, honnêtement, le seul potentiel que j'avais, là, pour la faire exploser, c'est de développer le marché anglo. Chris, j'habite en campagne, j'ai de la misère à aligner 2 phrases en anglais, là, la courbe pour être capable de faire ça, c'était comme impossible pour moi, là, tu sais. Non, je pense que t'avais plus aussi de motivation intrinsèque là-dedans, pis c'était pas une passion, là, les systèmes d'âme, ça l'est toujours pas non plus. Ça l'est toujours pas non plus, C'est non. ça, exactement. Ça a bien fait pour le début de ma carrière, j'ai appris tellement d'affaires là-dedans. Tu sais, fais-moi vendre n'importe quoi d'autre, m'a te le plugger, là, mais sérieusement, c'est sûr, là. Ouais, mais le plus beau de Residencia, c'était le team spirit, puis les équipes qu'on avait, puis tout ça, c'était malade, tu sais, c'était ça qui était le fun. Au final, c'est pas le produit qu'on vendait, c'était l'environnement qu'on créait avec ça pour les vendre. Ça, c'était juste débile. Fait, mais ici, c'était pas un pivot de modèle d'affaires, c'était la création de notre entreprise. Puis j'avais la chance, à cette époque-là, d'avoir 2 personnes qui m'ont dit « Let's go PL, nous, on va s'en occuper de la business. Et là, j'étais comme « Bon. » Selon mon analyse, c'était à perdre dans 36 mois. Si eux, la crise dans le mur, au moins, m'être partis pour en faire de quoi. Puis finalement, il y en a un des deux qui l'a sauvé puis qui l'a tenu. Puis aujourd'hui, il est très heureux dans sa position. Il est rémunéré en conséquence d'eux. Il mène pour vrai une super belle vie en télétravail. Sa gestion se fait en télétravail, etc. Fait que ça m'aura permis, avec ces 2 personnes-là, de lancer H2H qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Mais si c'était pas de ça ou de cet amalgame de choses-là, ben je pense pas qu'H2H serait là si j'avais resté dans mon marasme, tu sais, puis que ça aurait pas popé, là, tu sais. Ben, t'étais... Au début, quand on a lancé Companion avant ça, je pense qu'on en a déjà parlé. T'étais willing parce que t'avais vu l'opportunité, t'es comme, Chris, je m'en viens avec toi. Ben après ça, H2H, ça t'a pris à avaler la pilule de le faire, mais tu le voyais que c'était un esti de gros move. Si on partait ça, c'était pour l'exploser dans le champ. Ça c'était pour un coup de circuit, mais, tu sais, je veux dire, c'est une chose que j'ai appris, c'est comment automatiser une structure. J'avais pas le choix. Fallait qu'elle soit autonome. Fait que je me suis arrangé pour qu'elle soit autonome, structurée, pour que mon input en heure soit minime dans une semaine. Ah, parce qu'on a eu besoin d'énormément de temps. Exact. Il fallait que je partais avec mon bâton, là, puis je marchais, puis il fallait que ça marche. Puis là, c'était des défis à tous les nouveaux jours, à tous les jours, etc., tu sais. Fait que, pivot, changement de projet, changement d'offre, mais maintenant, ici, là, c'était tous des indicateurs, là. Ça bipait rouge de tout partout, là. Puis, no fucking way que j'allais laisser tomber ma famille parce que mon ego m'empêchait de prendre une décision. Tu sais, moi, je fais partie du club des gens qui pensent que le papa
moi, je suis le papa qui doit provide for my family, puis j'y tiens en sacrament. Fait que j'ai pas dormi pendant des semaines, puis j'ai trouvé une solution pour la pivoter. Là, ça prend comme de l'humilité, comme le contraire de l'ego, mais ça prend aussi de la résilience, parce que est-ce que c'est pas facile d'être dans le bas de la business, ou est-ce que ça va pas bien, ou est-ce que t'es démuni, t'as l'impression que t'essayes plein d'affaires puis ça marche pas. Puis je ramène à mon point du début, faut s'ouvrir les yeux, c'est ça qui arrive, parce que même toi, là, t'avais ta vision, là, asti, c'est de la merde, je sais pas quoi faire, non. Tu sais, tu regardais pas ailleurs, je pense que tu pensais même pas à la possibilité de partir de notre business à ce moment-là, c'était pas dans tes réflexions, c'était comme, comment je vais sauver ce style business-là, mais la réponse c'était, faut pas qu'elle soit sauvée nécessairement, mets ton temps ailleurs, tu vas avoir du fun, tu vas faire d'autres choses, c'était ça, au final, puis Calisse, ça a payé. Ouais, puis je suis là, j'étais en thérapie avec ma psy, puis j'étais comme, je serais plus capable de relancer le business. C'était un point quand la stagnation frappait tellement puis que les résultats baissaient, genre. Puis on a travaillé ensemble, et t'es comme, ouais, mais dans la vie, toi, tu sais vendre. Tu vas vendre n'importe quoi, genre. Fait que là, j'étais sorti de là, puis elle m'avait remis quelque chose en moi, elle m'avait redonné du pouvoir pour que je puisse me relever puis lancer ce qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Parce que autant que ça puisse paraître, justement, humilité parlant, là, à ce moment-là, j'étais pas resourceful, là. J'étais comme démuni raide psychologiquement, puis je pensais que c'était la fin, là, tu sais. Puis ça, je peux comprendre pour n'importe qui que ça se peut qu'en ce moment, t'as l'impression que c'est la fin. Mais non, t'as des qualités, t'as des aptitudes, puis avec ça, là, t'es capable de pivoter ton modèle d'affaires, t'es capable de partir autre chose, t'es capable de faire ce que tu veux puis de réaliser ta mission entrepreneuriale. 100%, puis je lancerai le message à ceux qui nous écoutent. Ben, si vous avez le goût de vous faire challenger, prenez un appel avec PL, il va vous challenger sur votre business model. Parce que je pense qu'il y a bien du monde, on le voit souvent là, un peu, cette personne-là qui est à bout, comme Chris, j'essaie de faire de l'argent dans ma business, je travaille comme un esti déchaîné, puis on dirait que j'y arrive pas. On dit pas ça juste de ton expérience, mais bien de ce qu'on voit partout ailleurs dans plein d'industries complètement différentes. Là. Des fois, c'est que le monde, on a l'impression justement d'être pogné dans un arbre, mais je pense que c'est juste qu'on est trop près de l'arbre pour pas voir la forêt qui se cache derrière, pour reprendre le terme philosophique. Je pense que ça wrap up bien, honnêtement. Tu sais, donc, si on wrap up, là, ça prend des facteurs, des métriques d'évaluation, tes KPI pour savoir, t'es-tu dans un timing où est-ce que t'atteins la stagnation ou t'es en décroissance? Est-ce que la niche client, parce qu'on parle toujours de niche client essentiellement, que tu vises, s'épuise ou est dans une précarité financière? C'est oui, red flag. Est-ce que tu peux pivoter ton offre d'affaires ou ton offre de service? Oui ou non, OK? Puis là, tu coches les cases. Puis si la fatalité, c'est que tu peux rien faire avec ça, ben, lance autre chose. Tu sais? Mets-toi dans l'eau chaude avant que ça crash. Attends pas de crasher puis de dire « Ah, l'entrepreneuriat, c'est de la merde. » Ben non, t'as une responsabilité, t'as une tête sur les épaules, t'es capable de pivoter, t'es capable de faire quelque chose avec ça. Puis voilà, c'est ça. T'es capable de faire bien. All right, hey, solide. Merci, PL. J'espère qu'il y a du monde qui ont bien aimé ce podcast-là aujourd'hui parce que c'était fire. Merci, guys. Right. Salut tout le monde. Bonne vente. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 62e épisode. Comme je l'ai mentionné juste avant, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main pour réfléchir. N'hésitez pas à aller vers d'autres personnes aussi, à aller prendre l'avis des autres. Des fois, on est entrepreneur, on a une vision assez tunnel de ce qui se passe dans notre réalité. Des fois, on a tendance à s'acharner, voire même. Je l'ajoute, là, chose qu'on n'a pas tant parlé dans le podcast, mais c'est super bien d'aller en parler avec des experts, aller en parler avec des gens qui sont conscients de comment faire des pivots stratégiques, des choses comme ça. Ça peut être nous, comme je vous dis, on offre des consultations, mais sinon, allez voir quelqu'un, s'il vous plaît, parce que une année, ça devient de l'acharnement d'essayer de faire fonctionner une business dans une industrie qui, elle, ne veut pas. Donc, encore une fois, je vous invite à partager, en parler à vos amis si vous aimez notre contenu. C'est super apprécié lorsque vous le faites. N'hésitez pas d'aller laisser un petit 5 étoiles aussi sur la plateforme si vous appréciez le contenu. Merci guys, bonne journée, bon après-midi, bonne vente.